they call me Crazy Jack. And I think crazy is good. We are crazy, but we're not stupid. You keep pushing because you believe in yourself and in your vision. Stay hungry, stay foolish. The Creativity Podcast. Bienvenue à tous dans le Creativity Podcast, le podcast pour les entrepreneurs et intrapreneurs qui veulent faire la différence. Et aujourd'hui, nous avons avec nous Jean-Pascal Mollet. Jean-Pascal, tu es coach de vente, tu fais aussi de la négo, de la com, tu es influenceur, tu es coach LinkedIn, tu as plus de 100 000 followers sur LinkedIn, tu vas nous parler de tout ça. Déjà, bienvenue et merci d'être là. Merci pour l'invitation, Bouzy. Je suis super content d'être là et de pouvoir échanger avec toi. Trop bien. Et écoute, explique-nous déjà en 2 mots ce que tu fais. J'ai un peu soufflé déjà la réponse, mais peut-être que tu peux l'expliquer mieux que moi. Écoute, c'était une rencontre qui devait se faire, hein, puisque si tu vois mon titre de profil, il est marqué que je suis magicien parce que c'est un client qui m'a dit ça un jour. Il me dit: «Ouais, écoute JP, tu es un magicien parce que tu fais apparaître les clients et disparaître les objections». Donc j'aime bien cette image-là et surtout que je suis un passionné de magie. Donc mon métier depuis 15 ans, c'est ça, c'est d'accompagner les entreprises sur la vente et sur le management des ventes, donc coach de vente, vraiment sur cette posture-là. Donc j'accompagne les commerciaux, les managers commerciaux en B2B et en B2C, vraiment sur tous les univers et pour leur donner confort et efficacité dans leur quotidien. Et quand tu dis je suis passionné de magie, c'était juste pour la métaphore ou tu veux vraiment de la magie? Alors non, j'en ai fait, non, mais je suis vraiment passionné de close-up, enfin, D'accord. surtout de close-up d'ailleurs, que de close-up, parce que je trouve que c'est ce qu'il y a de plus difficile et de plus bluffant, tu vois? Je suis pas du tout grand d'illusion, donc ouais, je suis vraiment D'accord, trop bien. passionné de ça. Trop Voilà. bien, trop bien. Voilà, comme quoi. Alors, je sais que parfois ça peut paraître un petit peu intimidant quand on entend la vente, les commerciaux, les négociateurs et tout, mais vraiment la vente, c'est pour tout le monde en fait. Donc, comment est-ce que toi, tu amènes ça dans une conversation quand quelqu'un te dit moi, je suis pas commercial, moi, j'ai rien à vendre, pourquoi je devrais connaître des techniques de vente? Qu'est-ce qu'on a à vendre et qu'est-ce que vendent les gens en général? Alors déjà, on a tout à vendre. C'est-à-dire que je bosse sur un bouquin là qui va s'appeler, alors j'ai pas encore le titre, mais ça va être un truc du style «Tout se vend», parce que qu'on ait à vendre un produit, un service, soit lors d'un entretien de recrutement, une idée dans une entreprise, il y a des mécanismes de vente et donc voilà, on peut se dire que tout se vend. C'est vrai que dans l'inconscient collectif, le rôle enfin le commercial, la vente ou le vendeur, on a l'impression que c'est dans les gènes, hein. C'est-à-dire que les gens disent effectivement: «Ouais, tiens, moi je suis pas vendeur». Mais non, enfin, c'est un métier comme un autre et puis, il y a des méthodes comme dans tous les métiers et il y a des méthodes à apprendre pour gagner en confort et en efficacité. Donc, il y a pas de vendeur inné. C'est vrai qu'on a tendance à penser que celui qui a la tchatche, un peu le Jean-Claude Convenant de Caméra Café, c'est le commercial type. Bien au contraire, hein, c'est sûrement pas les meilleurs ceux qui ont la tchatche et voilà, il y a des méthodes, il y a des organisations et c'est un métier qui s'apprend comme tous les autres métiers, en fait. Et c'est vrai moi j'ai senti ça avec la créativité aussi, on a l'impression que, soit on l'a pas et puis il y a rien à faire après. Si tu es pas le style, créatif, alors je t'ai déjà entendu parler de personnalité, de couleurs, je sais qu'il y a le jaune qui est très, en général, je vais paraphraser, hein, tu me corrigeras, mais plutôt optimiste et qui est un peu extraverti et cetera. Et si on n'est pas ça, c'est foutu quoi. Il y a un petit peu ça avec la vente aussi du coup? Bah, c'est ça, c'est-à-dire que, moi, quand j'explique les couleurs avec la vente, le jaune, c'est presque celui qui a le plus de boulot à faire parce que oui, le jaune est bon sur la prise de contact, il va facilement vers les gens. Après, il faut le côté vert pour, la côté découverte, je m'intéresse à l'autre et puis je me centre sur l'autre. Le côté bleu qui va être le côté plutôt argumentation, connaissance technique et puis, être capable d'expliquer les choses clairement et puis le rouge qui va, amener le client à la signature donc, quand on connaît ces couleurs, on sait sur quoi on doit travailler, et alors oui, les jaunes peuvent être bons dans des ventes one shot, dans des ventes sur des cycles courts et cetera, mais sur des ventes un peu plus complexes, c'est rarement les meilleurs et c'est rarement là où on les trouve de toute façon. Alors ça, c'est ce qu'on appelle la méthode DISC? Ouais, alors la méthode DISC, C'est ouais, ce qu'on appelle la méthode des couleurs aussi, mais oui, c'est ça.
D'accord, donc toi tu bosses dessus. Donc Mmh. explique-nous en 2 mots pour ceux qui, n'ont rien compris à ce qu'on vient de dire sur les jaunes et les bleus et les alors c'est pas des couleurs de peau, on précise avant de commencer évidemment, parce que je suis tombé sur un post qui était super ambigu la dernière fois. Ouais. Tu es jaune, un truc, vraiment borderline, donc c'est pas du tout de ça dont on parle, vraiment sur des personnalités. Donc explique-nous ouais, en quelques mots, quel est après les gens iront checker, bah, de plus amples détails, Alors oui, en fait, la méthode, DISC, qu'on appelle aussi la méthode des couleurs. Donc DISC parce que c'est, dominance, influence, stabilité, conformité et en fait, on met des couleurs en face parce que, bah, ça permet déjà de mémoriser les choses et surtout parce qu'on a une compétence inconsciente par rapport aux couleurs. C'est-à-dire que déjà, si je te dis rouge et jaune, bah, tu vas me dire: «C'est plutôt des couleurs chaudes», vert et bleu, c'est plutôt des couleurs froides. Bah, rouge et jaune, c'est plutôt l'extraverti et vert et bleu, c'est plutôt l'introverti, par exemple. Si je te demande de me donner des choses qui sont rouges, tu vas me dire, les pompiers, l'urgence, le show, la muleta du torero, OK? Et donc on associe à chaque fois des comportements. Bah, forcément, le rouge, c'est celui qui est, rapide, qui va à l'essentiel, qui est plutôt fonceur. Le jaune, c'est, le pastis, c'est l'or, c'est le soleil, c'est le sable. Bah, c'est celui qui a le contact facile, qui est plutôt très souriant et jovial. Le vert, c'est plutôt la nature, tout ce qui est lié à la santé, la pharmacie, la tenue dans les hôpitaux et cetera et donc lui, c'est plutôt, le calme, le posé, centré sur l'autre et puis le bleu, bah, c'est le côté, froid, le côté gendarme, donc là, c'est plutôt le côté, très très structuré, très organisé. Donc là, je te le fais en quelques mots, hein. Moi, je passe une journée là-dessus à expliquer ça, en formation, ouais. mais voilà et donc l'intérêt, c'est comprendre comment on fonctionne, savoir qui on a en face de soi et se dire: «Tiens, c'est quoi le pas à faire, bah, pour que je puisse m'adapter à l'autre?» Et donc ça, c'est un peu là que ça s'entrecroise entre la communication et la vente, un petit peu? Oui, parce que ton client, avant d'acheter quoi que ce soit, s'il t'achète pas toi, c'est même pas la peine de rentrer sur les méthodes de vente parce que de toute façon, heu, i moi j'aime bien reprendre l'étymologie des mots. Alors on sait que, sympathie, c'est sim et pathos, c'est celui qui a la même souffrance que moi. En fait, comme on est tous centrés sur nous, celui, que je vais trouver sympathique et qui va me trouver sympathique, c'est parce qu'on va avoir des points communs et des choses en commun, mais en termes de comportement. Et si, je reste dans l'antipathie et les couleurs antipathiques, c'est, le jaune et le bleu et le vert et le rouge, hein, l'un en face de l'autre, parce que c'est les opposés. Eh bien eux, si je fais pas l'effort de comprendre qui j'ai en face de moi, ben, ils pourront pas bosser ensemble, même si le commercial est super bon en méthode de vente et qu'il connaît tout et qu'il applique tout. Donc, avant tout, il faut se vendre soi avant de vendre quoi que ce soit. D'accord. Et toi, tu pas toujours été entrepreneur? Je reviens un peu sur ton parcours là, j'ai vu que donc avant tu travaillais chez Vivarte, c'est ça? Tu as été salarié à un moment donné? Bien sûr. Raconte-nous un petit peu comment tu as commencé et ce que tu faisais avant d'être entrepreneur? Oui, alors moi j'ai créé mon cabinet, de formation il y a 15 ans, donc j'avais 37 ans. Après un passage, dans plusieurs entreprises. Moi, j'ai commencé, bah, j'ai toujours fait de la vente. J'ai commencé chez Darty où j'étais vendeur et chef des ventes, donc j'encadrais des vendeurs. C'est une très bonne école Darty. Donc je faisais ça dans le nord de la France, hein, puisque je suis originaire de Lille et puis, après, en fait, j'ai été débauché par un client, qui bossait chez L'Oréal, qui était directeur régional chez L'Oréal et qui me dit: «Bah, voilà, on a eu un bon feeling» et puis il m'a fait sortir de mon magasin parce que c'était pas trop mon truc le magasin tout compte fait parce qu'on était un peu trop statique. Et donc je suis allé vendre à la grande distribution les produits, L'Oréal et là j'ai eu une évolution où je me suis occupé de 2 grands comptes Cora et Auchan, donc ce qu'on appelle la vente compte clé. Donc très, très bonne école, hein, la vente à la grande distribution sur des produits de grande consommation, hein, ce qu'on appelle les PGC. Et puis après je travaillé chez Kenwood sur la partie hi-fi autoradio. Je m'occupais des grands comptes et j'encadrais 5 commerciaux sur la France coupée en 2, donc une grande moitié nord. Et j'ai effectivement terminé chez Vivarte, donc anciennement Groupe André. Sur la marque Liberto, sur une marque de jeans, sur les grands comptes et puis après sur la création d'un réseau de boutiques, et l'animation de ce réseau. On a eu jusqu'à une vingtaine de boutiques en propre Liberto. Donc voilà, parcours commercial et j'ai fait du B2B, du B2C, quoi. Voilà. Ouais, et un parcours, un beau parcours aussi, hein, dans le salariat parce que tu t'es pas, laissé porter par le flot. Tu as quand même pas mal bougé, des postes de grande importance. Du coup, qu'est-ce qui t'a fait, switcher de cette vie dans l'entreprise? Qu'est-ce qui t'a donné envie? Alors, moi, j'imagine aussi être son propre patron, les choses qu'on entend souvent. Est-ce qu'il y a des choses particulières qui t'ont donné envie de switcher à l'entrepreneuriat? Alors, quand, j'ai fait mes études, moi j'ai fait mes études à la chambre de commerce de Lille. Ça s'appelait les instituts de force de vente. C'est l'équivalent de Négocia aujourd'hui,
à Paris. J'avais des gens qui venaient me donner des cours entre guillemets, mais qui bossaient en fait à côté. Donc c'était vraiment des gens qui c'était pas des profs, quoi. Ils venaient partager, ce qu'ils faisaient dans leur quotidien et je m'étais dit dans un coin de ma tête: «Tiens, j'aimerais bien faire ça un jour». Voilà un jour en vacances, je rencontre une personne qui avait un cabinet de formation et puis je sympathise avec elle et puis, elle me dit: «Ah bah tiens, je te verrais bien faire ce métier de formateur». Je dis: «OK, ouais, ouais, pourquoi pas effectivement, ça peut m'intéresser». Bon voilà, j'habitais Lille à ce moment-là 2 mois après, alors je te raconte ma vie, hein, mais ça s'est vraiment passé comme ça, Ah, c'est le but, c'est le but. je rencontre ma femme, qui était parisienne. Je la rencontre en vacances au Club Med, hein, pour tout te dire et puis, bah, du coup, à ce moment-là, j'ai fait le pas, j'ai changé de métier, j'ai changé de femme, j'ai changé de maison, j'ai changé de tout, puisque je suis venu de Lille à Paris et c'est là où j'ai commencé à être, à faire mon métier de formateur et de créer mon activité. Voilà, donc ça Ouais, s'est donc démarré carrément la comme ça. fin d'une ère quoi, la fin Ouais, d'un c'est cycle, ça, c'est ça. Il y a des signes dans la vie, voilà, j'ai sauté dessus. et c'était quoi le est-ce qu'il y avait un signe ou un truc qui t'a fait tilter particulièrement dans ta prise de décision à ce moment-là dans ta vie? Bah, je crois que ça a été, ces 2 rencontres-là, en fait, qui sont arrivées à 2 mois d'écart. La personne qui avait un cabinet de formation me dit: «Tiens, bah, viens assister à une de mes formations pour que tu vois à quoi ça ressemble». Je suis venu et puis, bah, ouais, j'ai trouvé ça sympa et intéressant et voilà. Après, j'ai rencontré ma femme qui était à Paris. Le cabinet de la personne qui m'avait demandé de faire ce métier-là était à Paris. Donc j'ai commencé là à faire un peu l'éponge et en créant déjà mon activité, puisque je bossais aussi pour d'autres organismes et puis, bah, là, j'ai conçu des formations, je suis allé vendre des formations, j'ai animé des formations, co-animé et je me suis formé comme ça, un petit peu, au fur et à mesure. Ouais, c'est cool et ce qui est marrant, je pense que ça, c'est une idée reçue souvent, dans le rapport avec la passion et les premiers pas. On se dit, «Ah, tu fais ça si tu passionné, quoi, si tu es à fond, si tu peux pas te regarder dans le miroir sans» et là, dans le vocabulaire que tu utilises, j'ai comme l'impression qu'il y a un petit peu c'était sympa, c'était intéressant et que en fait, plus tu l'as fait, plus tu as découvert la profondeur de ce métier et que tu en es devenu passionné? Ou est-ce que je me trompe? Alors moi, j'ai toujours voulu être vendeur, hein, depuis, l'âge de, je sais pas, 8 ans. OK. Déjà à 8 ans, quand j'étais chez moi, en fait, je prenais des objets dans la maison, je faisais, j'avais une salle de jeu et puis je les exposais vraiment comme un magasin et je revendais les objets de mes parents à mes parents, en fait. C'est-à-dire que je leur disais: «Voilà, venez, customiser». Donc je leur revendais, ce qui était à eux, en fait, mais voilà, je faisais un petit acte de vente. Dès que j'ai eu 10 ou 11 ans, je faisais la braderie à Lille, hein, donc voilà, qui est ce grand événement où tout le monde sort, ses vieux trucs, au bord de la route et puis essaie de les vendre, à tout le monde. Voilà, après, j'ai travaillé à l'OFUP, hein, et on vendait des abonnements dans les collèges, les lycées, les facs, enfin bon, voilà, donc j'ai toujours fait ce métier-là et j'ai toujours envie de faire ce métier-là. Ce qui est d'ailleurs assez bizarre, c'est que, il y a assez peu de parents, même pas de parents, enfin j'ai rarement entendu ça, qui disent: «Ah j'espère que, mon fils sera commercial». Enfin c'est marrant, hein, c'est que c'est pas partie Ouais. du boulot où on espère que nos enfants feront ça. Bon, je vais pas dire que mes parents, espéraient que je fasse ça non plus, mais voilà, en tous les cas, j'ai toujours voulu faire ça et ça me semblait être une belle continuité de pouvoir, je vais pas dire partager mon expérience, parce que j'apprends toujours des choses. Moi, j'ai 53 ans et j'apprends toujours des choses. Voilà, pouvoir échanger sur ce métier-là, c'est ça qui est intéressant et ce que je trouve génial, c'est que je change d'univers, quasiment tous les jours et c'est vraiment ce truc-là qui me plaît, quoi, de pouvoir, jongler dans des univers très différents, de passer de la gestion de patrimoine, à une jardinerie, jusqu'à, je sais pas moi, une agence immobilière ou, une boîte qui Ouais. vend du vin. Enfin bon, voilà, c'est très varié, c'est ça qui me plaît, en fait. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est top. Ça, c'est top et heu et quand tu as commencé, tu as fait tes premiers pas avec, donc tu as monté ta boîte de conseil. Ça a été quoi tes obstacles? Alors, bon, j'imagine trouver des clients et cetera, les obstacles classiques. Au fur et à mesure de ta carrière, c'est quoi les obstacles que tu as eus et comment tu as réussi à les surmonter? Bah, oui, alors les 1ers obstacles, c'est déjà de trouver ses premiers clients. C'est sûr que quand tu as pas de référence, que si on te demande: «Est-ce que tu as déjà formé là-dedans? Est-ce que tu as déjà formé là-dedans?» Bon, c'est compliqué. Ouais. Quand tu as 37 ans, que tu peux te retrouver face à des commerciaux qui ont 40, 45, 50, 55, bon, même si l'âge est pas si important que ça et que tu démarres, bah, ça peut être un frein supplémentaire. Après le frein que j'avais pas, c'était entre guillemets «l'aspect financier» parce que, la chance qu'on a dans ce métier, c'est que, bah, tu as pas besoin d'acheter, tu pas besoin d'un magasin, tu pas besoin de gros investissements, bah, c'est tu investis sur toi-même, hein, mais
Donc c'est là où j'ai fait une formation de coaching, j'ai fait une formation de PNL, je me suis formé au disque, parce que je me suis dit: «Là, il faut que je me muscle un petit peu plus et je peux pas rester que sur les méthodes de vente, mais il faut que j'aille plus loin». Donc voilà et puis après, bah, la première année, c'est forcément difficile et puis, bah, au fur et à mesure, voilà, on crée son business, hein, mais comme dans beaucoup de business, hein. Et donc, comment t'es passé de, je trouve mes premiers clients, je surmonte la première année, la deuxième, la troisième, à, j'ai 100 000 followers sur, sur LinkedIn? C'est, je pense, la question que beaucoup se posent. Moi, en tout cas, je me pose cette question. C'est quoi ton secret? Est-ce qu'il y a un secret? Alors je sais pas s'il y a un rapport entre les 2, hein, parce qu'au départ, en fait, moi, j'ai travaillé d'abord en ce qu'on appelle en sous-traitance, c'est-à-dire que je travaillais pour d'autres organismes de formation pour faire ma petite carte de visite et puis, bah, au fur et à mesure, j'ai baissé cette activité-là pour, augmenter l'activité avec mes clients en direct. Heu, D'accord, c'est intéressant ça. donc ça, c'est un peu voilà, c'est ce qui se passe dans la formation. Après, il y a des gens qui sont sous-traitants toute leur vie, hein, c'était pas ce que je voulais. Après, par rapport à LinkedIn, bah, évidemment, comme tout le monde, moi, il y a 7, 8, 10 ans, j'étais sur Viadeo, hein, qui était, qui était là avant LinkedIn d'ailleurs, qui s'appelait même Viaduc au début et quand je Ah faisais ouais, des formations, genre je suis toujours intéressé aux réseaux sociaux parce que je trouve ça super, super intéressant et je me rappelle qu'en formation, il y a, ouais, une dizaine d'années, peut-être un peu moins, je disais, voilà LinkedIn, c'est, pour les hauts profils, c'est plutôt international, allez pas vous prendre là-dessus, enfin, pas vous prendre la tête là-dessus, allez sur Viadeo, Viadeo, Viadeo. Puis, bah, il y a un jour où, bah, Viadeo a chuté, LinkedIn est monté, où j'ai dit le contraire, j'ai dit: «Arrêtez Viadeo et aller sur LinkedIn». Donc forcément, à partir du moment où tu dis ça, il faut être, un petit peu crédible. Donc, je me suis intéressé à ce réseau parce que c'était quand même le seul réseau social vraiment professionnel. Et puis, bah, je me suis rendu compte que plus tu apportes du contenu, plus tu es présent, tu sais, dans les biais cognitifs, moi il y a un biais qui est important, c'est le biais de simple exposition, hein. C'est-à-dire que forcément, plus tu es vu, plus on pense à toi, hein. C'est le biais qui est utilisé dans la publicité. Et bah, je me suis dit: «Voilà, il faut que je sois visible, mais visible de la bonne façon». Et donc j'essaie de partager, chaque jour, bah, sur des sujets qui m'intéressent, mais essayer d'apporter de la valeur. Alors j'en apporte pas toujours parce qu'après il y a des choix aussi, mais j'essaie d'apporter de la valeur parce qu'il y a comme ça que ça fonctionne. Parce que je sais pas si tu sais, mais jusqu'à 30 000 contacts, tu peux faire ça de manière, entre guillemets, «industrielle» ou automatisée, hein. Il y a des outils qui permettent ça, d'aller faire de la demande de connexion. Mais LinkedIn n'autorise que 30 000 contacts de niveau 1. ouais. Donc, après, bah, les gens peuvent juste suivre ta page. Donc quand tu dis, 100 000, ça veut dire que, bah, j'ai peut-être 30 000 contacts de niveau 1, mais j'ai 70 000 personnes qui ont décidé de suivre ma page sans avoir une connexion en retour. C'est-à-dire qu'ils ont juste dit: «Tiens, ce Ouais. type-là, j'ai envie de le suivre, c'est intéressant ce qu'il dit». Alors peut-être qu'un jour ils ont vu un post sympa, ils ont cliqué sur suivre, hein, c'est possible. Mais, je trouve que c'est ça l'enjeu et c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est un vrai indicateur. Quel conseil, toi, tu donnerais aux gens qui veulent augmenter leur following sur LinkedIn, que ce soit des connexions de premier degré, bon, voilà, ou qui soient plus suivies? Tu as dit poster, tous les jours. Est-ce que ça vaut toujours avec l'algorithme de LinkedIn? Qu'est-ce que tu en penses de ça? Ouais, c'est vrai qu'en septembre dernier, l'algorithme, a fortement, changé parce que, bah, LinkedIn a voulu lutter contre, notamment, les pods, qui étaient ou automatiques, ou humains, hein. Donc les pods humains, c'est, un groupe de personnes qui, se regroupaient, souvent sur WhatsApp, qui se partageaient les liens et pour dire: «Tiens, bah, du coup, on se partage un lien, on va les commenter assez rapidement ou liker pour donner de la viralité au post». Et puis, le pire, c'était les pods, automatiques où en fait, tu pouvais rentrer dans un groupe, tu laissais tes coordonnées et puis, bah, c'était automatiquement les gens qui étaient dans ce groupe-là, bah, allaient, commenter ou liker, mais avec des commentaires qu'en plus, toi, tu avais, écrits toi-même. C'est-à-dire que tu pouvais, préparer tes commentaires, dire: «Oh, tu es beau, tu es fort, tu es intelligent». J'avais fait un post sur le sujet il y a quelques mois, parce que j'avais testé l'outil et puis, bah, voilà, en fait, LinkedIn s'est bien rendu compte qu'il fallait lutter contre ça. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont donné beaucoup d'importance à ce qu'ils appellent le dwell time, hein, donc c'est le temps de séjour sur le post et ils ont aussi augmenté la durée de viralité. C'est-à-dire qu'avant, c'était vraiment tout de suite, dans la première heure ou la deuxième heure et là, tu te rends compte que, bah, des fois, première heure, deuxième heure, il se passe pas forcément grand-chose et que ça il se passe des choses un petit peu plus, après. Donc c'est vrai que tu as raison, les posts vivent plus longtemps. Moi, j'ai gardé cette discipline. Alors quand j'ai un post vraiment qui fonctionne très, très bien, je vais peut-être le laisser 24 heures de plus et rien mettre derrière.
Mais en général, j'essaie quand même de publier quasiment tous les jours et donc tu me demandais un conseil. Je dis pas qu'il faut publier tous les jours. Il faut en tous les cas publier régulièrement et si c'est 2 posts par semaine, c'est 2 posts par semaine et évidemment apporter de la valeur sur ce qu'on sait faire. Ouais et ce qui est marrant sur LinkedIn, ça a énormément évolué très rapidement, je trouve, dans le contenu. Il y a énormément de gens qui sont arrivés là les dernières années, et ou qui s'y ont mis sérieusement, dont moi, et c'est très difficile de voir, ce qui marche, tout de suite. Dans le sens où quand on va voir, ton contenu, on va voir le contenu d'autres personnes, il y a pas forcément un lien, dans le par exemple, quand on va voir sur un des contenus, sur Instagram, c'est beaucoup plus facile de voir quel type de truc. On voit que c'est plus perso, il y a beaucoup de photos de soi, on apporte de la valeur, mais en général, c'est la même couleur et cetera. Il y a ce côté mûr, on va voir le profil de quelqu'un et il y a une cohérence, visuelle. Sur LinkedIn, il y a pas forcément ça, donc il y a pas vraiment de règles. C'est comme tu dis, vraiment apporter de la valeur, quoi. Ouais, alors il y a quand même des structures de posts qui fonctionnent plus que d'autres. On sait que, bah, le storytelling fonctionne bien, enfin dès que tu vas raconter une histoire. Moi je sais que les conseils que je donne quand je fais des formations sur le sujet, c'est mettez un titre qui donne envie, hein. C'est, Bien le sûr. le fameux AIDA, hein, qui fonctionne dans tout, hein. C'est, attirer l'attention, susciter l'intérêt, provoquer le désir et puis entraîner à l'action. Donc, finir aussi par un call to action, finir par une question ouverte ou par, pour que les gens fassent quelque chose, donc il faut les pousser à faire quelque chose. Donc il y a quand même des structures de poste. Après, c'est vrai que moi aussi je conseille de changer les formes, de faire un coup peut-être de la vidéo, un coup, de faire du carrousel, un coup de faire juste une image, un coup de peut-être faire que du texte. Donc essayer de varier aussi pour, surprendre les gens qui vous suivent. Si tu fais toujours la même chose, comme tu l'as dit, bah, 1 fois, 2 fois, 3 fois et puis après les gens, bah, il y a tellement de contenu, tu les arrêtes plus, quoi. Ouais, c'est clair. Je me demandais, parce que là, on parle de réseaux sociaux, on parle de marketing. Comment tu vois la relation entre la vente et le marketing? Est-ce que pour toi, c'est la même chose? Ça reste de la vente? Est-ce que comment quel mot tu mets sur la différence entre le marketing et la vente, les réseaux sociaux? Bah, il faut qu'il y en ait de moins en moins, hein. Tu sais qu'avant, sales et marketing, c'était quand même 2 départements très séparés. Maintenant, on parle beaucoup de marketing, hein. C'est-à-dire que il faut que tout le monde tout s'imbrique et tout le monde travaille ensemble. Aujourd'hui, on demande aux commerciaux, bah, d'être les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Bah, moi, je forme des populations commerciales à utiliser LinkedIn, à être, les ambassadeurs de leur marque, à travailler sur la marque employeur, à donner envie et voilà, pour qu'il y ait de plus possible de connexion entre, ben, sales et marketing, quoi. Mmh. Parce que parfois, c'est pas évident de faire la différence. On a en tête ce côté sales, j'avais vu ce j'ai regardé le masterclass de Daniel Pink, Mmh. c'est pas sur le site masterclass et c'est vrai qu'il disait qu'il y avait une étude, quand on demandait aux gens de penser à qu'est-ce qu'un vendeur, ils avaient tous la même image. Je sais plus exactement ce que c'était, mais déjà c'était un mec, Mmh. un homme, Mmh. avec un truc, un briefcase à la main là, Le passe-parade, et sûrement. qui vend des bagnoles, à chaque fois c'était sur le donc on a une certaine image, un peu cliché de ça et toi, quelle image tu essaies de mettre en avant dans la vente pour casser un petit peu, ce mythe des personnalités, du mec, personnalité jaune qui, voilà, est très dans le blabla et qui arrive à vendre son truc avec la tchatche? Bah, aujourd'hui, le bon commercial et alors principalement, enfin surtout en B2B, il doit être, ben, il doit être bon dans les réseaux sociaux. C'est-à-dire qu'il doit déjà donner envie, il doit entre guillemets, déjà à moitié vendre. Moi, je sais qu'aujourd'hui, 70 de mon business vient de LinkedIn. Je vais dire que j'ai quasiment plus rien à faire. C'est-à-dire que les gens, ils m'ont déjà acheté, ils aiment bien mes contenus, ils ont déjà vu ma tête, ils m'ont déjà vu m'exprimer. Donc, après bon, il faut négocier les prix, les contenus et cetera, mais dans la plupart des cas, les gens qui me contactent via LinkedIn, le business se fait derrière. C'est-à-dire que j'ai pas trop à me battre. Donc ça, c'est quand même royal. Incroyable, 70, Ah oui, oui, c'est énorme. c'est même dangereux, hein. Je me rends compte de ça. C'est que si pour une raison X ou Y, LinkedIn, change son système ou décide de faire payer un petit peu plus les gens pour, mettre du contenu et cetera, voilà donc je suis en pleine réflexion là-dessus, mais oui, c'est dangereux d'avoir 70 du business qui arrive comme ça, ouais. Donc aujourd'hui, un vendeur, il doit, bah, il peut plus être, comme avant, le preneur de commandes.
Parce que c'est vrai qu'avant, le vendeur, c'est lui qui venait avec le savoir. C'est-à-dire que tu demandais à un vendeur de venir pour qu'il t'explique plein de choses. Aujourd'hui, tous les contenus, toutes les marques sont sur internet. Il y a plein de vidéos, il y a toutes les infos. C'est-à-dire que, Ouais. tu pas là pour amener de l'info, quoi. Maintenant, tu es là pour et c'est là où on va changer justement, l'image du vendeur, plus en position de consultant, c'est-à-dire je connais bien mon métier et je le maîtrise, donc c'est-à-dire qu'il faut connaître, et mon offre et les offres, de mes confrères et je suis capable, comme un médecin, par les questions que je vais poser, bah, de faire le bon diagnostic, de montrer à mon interlocuteur que, bah, tout ce que je connais, ça me permet de poser les bonnes questions et de poser, bah, des questions qui vont être des questions, factuelles de diagnostic, mais aussi des questions, concernant les motivations de mon interlocuteur pour, lui montrer ce que je peux lui faire gagner. Ouais, c'est ça quand même la base du la d'après ce que j'ai compris, hein, dans le peu que je connais de la vente, la base, c'est quand même de faire parler la personne un maximum, de lui poser des questions sur ce qu'elle veut et ensuite d'essayer de connecter avec ce qu'on vend si ça lui apporte, une valeur. Donc toi, c'est quoi les 2-3 questions que tu dis toujours de poser aux personnes pour mieux vendre? Alors déjà, moi, ce que je dis, c'est que la vente, c'est un travail de perroquet, mais de perroquet intelligent. C'est-à-dire que je te demande ce que tu cherches et ce que tu attends. Je reformule en disant: «Si j'ai bien compris ce que tu cherches et ce que tu attends, c'est bien ça?» Mmh. «Oui». Eh bien, ma réponse, enfin ma solution, hein, elle répond à ce que tu cherches et ce que tu attends. Tu veux qu'un truc qui soit facile à utiliser? Eh ben, je te montre en quoi mon produit est facile à utiliser. Tu veux un truc qui te fasse gagner de l'argent? Je te montre en comment je vais te faire gagner de l'argent. Donc ça, Mmh. c'est la base de la vente. Pourtant, ça paraît simple comme ça quand tu le dis, mais comme souvent on est face à des commerciaux qui sont, ou des passionnés ou, qui ont pas envie vraiment d'écouter, la personne en face d'eux, hein. Souvent, on a tendance à poser des questions pour répondre et non pas pour comprendre. Donc, c'est pour ça que les questions sont souvent, des questions fermées ou des questions alternatives et qu'il y a un gros boulot à faire sur le questionnement ouvert. Bah, c'est ce qui va me permettre après de pouvoir centrer mon argumentation et au lieu de dire un truc qui va faire, peut-être, 25 lignes, comme on dit, on va faire son argumentaire, bah, je vais peut-être dire que 3 lignes, mais ces 3 lignes, elles vont aller au cœur de la cible. Et donc les questions, quand tu me disais que c'est quoi les questions importantes, c'est évidemment des questions ouvertes, hein, donc une question qui commence par un pronom interrogatif, hein, le CQQ, c'est occupé. Comment, qui, que, combien, où, quand, pourquoi. Sachant que la question la plus importante là-dedans est le pourquoi. Et c'est qu'est-ce qui fait que vous voulez acheter ça? Qu'est-ce qui fait que vous voulez changer ça? Et quand je dis qu'est-ce qui fait, c'est parce que je conseille d'aller chercher les pourquoi, mais sans jamais demander pourquoi. Parce que le pourquoi a un pouvoir, inquisiteur. Tu sais, quand tu dis à un enfant: «Ah tiens, pourquoi tu as fait ça?» C'est: «Oh, je dois me justifier». Donc, Mmh. vaut mieux poser la question: «Qu'est-ce qui fait que?» ou «En quoi c'est important pour vous?» que «Pourquoi?» Voilà, ça c'est un petit détail, mais voilà, en tous les cas, je dois aller chercher les pourquoi et ça permet quand même, bien souvent de pouvoir faire la différence et de centrer son argumentation. Ouais, on a tendance, je pense qu'il y a beaucoup d'entre nous, en tout cas, je parle pour moi, on sait ces choses-là et on a tendance à oublier, on revient parfois dans nos torts, dans nos travers, on doit se forcer à se poser ces petites questions parce que ça fait une différence, incroyable. Quelles sont vos problématiques? Ça c'est une question magique, quoi. Mmh. Non, non, c'est clair mais du coup, quand je pense, parce que encore une fois, je pense au marketing et tout ça, je pense au site internet, comme tu disais aujourd'hui, c'est beaucoup sur internet. Quand tu choisis le wording sur, ton site pour pouvoir vendre à ta cible, ça veut dire que tu dois faire ce même travail en fait, mais au préalable avec, ta cible. Poser les questions qui sont problématiques et ensuite essayer de, un petit peu, si j'ose dire, recopier un petit peu leurs réponses. Mmh mh. Vous souhaitez gagner de l'argent, vous souhaitez gagner du temps, vous souhaitez plus de clients. J'ai vu sur ton site, c'était ce que tu mettais en pratique, c'est un petit peu ça, non? Et oui, parce que, bah, c'est ce qui se fait dans les tunnels de vente, hein. C'est à un moment donné se dire: «Tiens, il faut, entre guillemets, «rentrer dans un entonnoir», mais, bah, si moi je peux pas poser les questions, il faut bien que quelqu'un les pose. Donc ça peut être le site internet, comme ça peut être, par mail. Donc, évidemment, les mécaniques sont les mêmes, ouais. C'est marrant parce que tout ça, ça reste très, tout va ensemble. Comme tu disais, le marketing, c'est comme ça que tu l'appelais Bah, c'est pas et moi qui l'avais comme ça, hein, c'est non, 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 quand mais on tu commence l'as à dit voilà, comme ça tout à l'heure. Ouais, bien sûr et aussi le développement en ligne, tout simplement. Quand tu développes un produit, toutes les questions que tu poses, en fait, tu as déjà fait la plupart de ton travail de vente et de marketing en amont, si ensuite tu reposes ça et du coup, toi, est-ce que tu parlais d'un livre tout à l'heure, tu l'as pas encore écrit ce livre? il est en Ou tu cours, as déjà écrit un non, bouquin? il est en cours, il est en Il est en cours, cours? il est en cours. D'accord et donc il va être sur quoi alors?
Bah, il va être sur, voilà, c'est-à-dire que sur les mécanismes de vente et avec la méthode des couleurs. Donc c'est vraiment se dire: «Tiens, tout se vend», que je sois, je veux me faire recruter lors d'un entretien, que je sois commercial, que je sois vendeur en magasin, que je sois dans une entreprise, ben, je dois à un moment donné vendre quelque chose, pourquoi pas vendre le fait de me faire augmenter? Bah, il y a des mécanismes et c'est important de lier ça avec, savoir-être et savoir-faire. Donc à chaque fois, il y aura, avec les couleurs, en fonction des couleurs, qu'est-ce que je dois faire et c'est quoi les méthodes à appliquer? Et toi, est-ce qu'il y a un livre qui t'a marqué spécialement, que tu pourrais recommander, qui a à voir avec la vente ou même pas, hein, ça se trouve, qui t'a aidé dans ta carrière? Alors toi qui aimes la magie, tu le connais peut-être, hein, alors il y a pas que celui-là, mais il y a le pouvoir de l'illusion. Non, je connais pas Ah, celui-là. bah, je te le conseille. En fait, c'est un bouquin de, je crois que c'est Jacques-Henri Paget, qui est un avocat, passionné de magie et en fait qui explique comment influencer avec, bah, les méthodes de magie et comment, voilà, comment on peut utiliser ça, hein, avec, il parle notamment D'accord. de misdirection, hein, de voilà, donc c'est quelque chose que tu connais. Heu, Détournement de l'attention pour, c'est ça, les ouais, Français qui nous écoutent, ouais. c'est ça. Et puis, sinon, un qui reste un peu un incontournable pour moi, c'est «Comment se faire des amis» de Dale Carnegie. C'est plein de bon sens, mais c'est vraiment, comment créer la relation et au-delà même des méthodes de vente et cetera. C'est vraiment ça et c'est mon credo et c'est là-dessus que j'insiste beaucoup, quoi. Donc, Tu trouves qu'il a pas vieilli ce livre? bah, non, c'est toujours vrai. Alors c'est vrai qu'il y a pas on parle pas des réseaux sociaux et cetera, mais, les ressorts sont toujours les mêmes. C'est-à-dire que, ben, même sur les réseaux sociaux, il faut d'abord s'intéresser aux autres. Si tu fais que poser des questions aux gens, forcément, tu vas, créer plus la relation que si tu parles de toi, si tu es, sur LinkedIn en mode, «Venez acheter mes formations, je suis le plus beau, je suis le plus fort», ça marche pas. Enfin, non, non, ça il a pas vieilli tant que ça, je trouve. Oui, les principes, au cœur du livre sont là. Ça, on va dire, on va lancer un message à tous ceux qui envoient des messages LinkedIn et qui proposent leurs produits au début de conversation. Arrêtez parce que j'ai vu il y a quelqu'un que je suis sur YouTube, qui il disait d'une manière intéressante, il disait: «Quand tu, dans une conversation, tu as à peine échangé 2 mots avec la personne, tu donnes tout de suite ta carte de visite ou voilà, dans un email, tu lui proposes tout de suite, ton produit. C'est comme si tu proposais à une femme ou à un homme, de coucher Bah, c'est ça. avant de même faire connaissance. Donc moi j'adore cette, Ouais, c'est une bonne image, hein. La drague, c'est de la vente, hein, donc, c'est-à-dire que tu vas en boîte, alors ça maintenant on peut plus aller en boîte, mais, tu vas vers une nana, tu lui dis, voilà: «Est-ce que tu veux coucher avec moi?» Il y a quand même 95, alors ça peut marcher, hein, mais bon, il y a quand même 95 de chances que tu t'en prennes une, en fait, hein, donc bon. c'est clair. Alors moi j'aime bien ton parcours et il est pour moi il rentre dans la catégorie crazy, donc c'est pour ça que voilà, il sort de l'ordinaire. En tout cas, c'est ça qu'on entend, dans le terme creativity. Je dis: «Je suis un Est-ce peu crazy», hein, je suis même sur TikTok, moi, tu vois? Donc oh là là. Alors vas-y, dis-nous, sur quelle plateforme tu es? J'ai vu que tu étais sur YouTube, sur LinkedIn, sur Instagram aussi? oui, alors, celle où je suis quand même, où je suis le plus actif, ça reste LinkedIn, hein, parce que, bah, malgré tout, je suis un pragmatique, hein, donc c'est quand même là où, l'essentiel du business se fait. Mais, comme je t'ai dit, moi, j'aime bien les réseaux sociaux, donc je suis sur Instagram, je suis sur Twitter, je suis sur YouTube, je suis sur, Facebook et sur TikTok. Tu dis ça, tu as quelque chose à nous dire dessus? Non, non, pas du tout. Non, non, mais parce que moi, ça fait un an que je dis que TikTok allait détrôner Instagram. Je pense qu'ils sont sur le chemin et je pense que ça va se vérifier parce que, c'est une plateforme qui est incroyable de facilité d'utilisation, qui est, super animée, sans arrêt, il y a des challenges, ils font plein de choses, ils sortent de nouveaux filtres, enfin bon et c'est super facile à utiliser, tu vois? Ça fait moi, j'ai fait 8 demandes de live à LinkedIn. J'ai pas de réponse et je l'ai toujours pas et tu vois, j'ai plus de 100 000 abonnés, tu vois? Comme quoi il y a pas de rapport et je fais des vidéos régulièrement et cetera. J'ai pas de réponse. Sur TikTok, tu veux faire un live, bah, tu as 1 000 abonnés, au 1001e, la fonction live, elle s'enlève et puis, bah, tu appuies sur live et tu es en live avec, les gens qui sont sur TikTok. Parce que même sur LinkedIn, une fois que tu as live, il faut quand même passer par une plateforme externe. Enfin, voilà, c'est-à-dire que c'est même pas tu peux cliquer sur live et puis, tu l'as, je crois, toi, le live sur, LinkedIn? Et bah, ouais, c'est ça ce à quoi je réfléchissais. J'ai le live, et je me disais: «C'est quand même incroyable». Mais j'avais oublié, tu vois, qu'il fallait passer par une plateforme externe. C'est vrai que je passe par, StreamYard moi. Ouais, c'est ça, Oui, oui, tu c'est compliqué, hein. pas un bouton, live sur LinkedIn direct, même les gens qui ont le live, donc voilà, C'est difficile à comprendre aujourd'hui. c'est ça. Du coup, je reviens à ton parcours et ta carrière. Ce que je disais qui sort un peu de l'ordinaire. Est-ce que tu peux donner deux trois conseils aux gens qui nous écoutent? Donc comme je te disais, en général, ceux qui nous écoutent, des personnes qui sont intéressées, par le business, qui sont intrapreneurs, managers ou entrepreneurs. C'est pour ça que voilà,
Souvent, les invités se tournent un petit peu dans cette sphère. Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil de carrière? 2-3 conseils pour qu'ils puissent évoluer comme ils l'entendent. Bah, je crois que l'une des choses les plus importantes, c'est pas d'attendre et c'est de faire. C'est-à-dire que faut essayer. Moi, il y a plein de gens qui disent: «Ah mais je sais pas», par exemple sur LinkedIn, «Ah je sais pas quoi dire, je sais pas quoi faire. Ah et les gens, qu'est-ce qu'ils vont dire?» Voilà, de toute façon, il y aura toujours des gens qui vont aimer, des gens qui vont pas aimer. Donc c'est pas très grave, mais en tous les cas, il faut faire des choses, il faut essayer des choses. Et puis, bah, j'essaye une fois, moi sur LinkedIn, j'ai déjà essayé plein de choses. Je crois que c'est test and learn, hein, donc quel que soit le business, je sais plus, il y a une citation qui est, «Un un con qui avance va plus loin qu'un intelligent qui reste assis» ou un truc dans ce style-là. C'est trop marrant parce qu'au dernier podcast que j'ai fait, la personne a dit exactement la même chose. À la fin, j'ai demandé 2-3 conseils. Mais oui, il faut faire des choses, voilà, faut essayer et puis, bah, après, il faut faire des choses sur lesquelles on est à l'aise, hein. Si on se dit: «Tiens, faut que je fasse des vidéos, mais je suis pas à l'aise, c'est pas mon truc», bah, faut trouver un autre créneau. Enfin, faut pas vouloir faire pour faire. Moi, je vois des gens qui font des vidéos sur LinkedIn, mais ils font de l'anti-vente. Je me dis: «Mais waouh, mais faut arrêter». Enfin, c'est et des gens en plus dont c'est censé être le métier. C'est-à-dire que, bon, j'ai quelqu'un en tête, je donnerai pas de nom, mais vraiment, tu te dis: «Tiens, cette personne, elle veut te vendre de la vidéo, sur internet», mais tu vois, déjà, il y a pas d'engagement sur ses posts, enfin et puis, non, moi, ça me fait peur, enfin, j'ai pas envie. Alors après, peut-être que ça peut donner envie à d'autres gens, encore une fois, on peut pas plaire à tout le monde donc mais voilà, faut rester cohérent et rester le plus authentique possible. Moi, c'est ce que je dis aussi, c'est un autre conseil, c'est faut pas essayer de jouer un rôle parce que si tu essaies de jouer un rôle, notamment sur les réseaux sociaux où, et après les gens te voient et ils disent: «Bah, il y a un décalage», bah, c'est dommage parce que, enfin, c'est du temps de perdu parce qu'ils ont acheté quelque chose et puis, bah, après, en fait, ils ont pas du tout la même chose en face d'eux. Donc voilà, faut être le plus authentique possible et avancer, hein. Ouais, non, non, mais ce sont des bons conseils. Je pense que, des conseils simples qui reviennent souvent et qui sont à la fois pas évidents à mettre en place pour certaines personnes qui réfléchissent trop. Donc, il y en a beau se poser des questions. Moi, parfois, je suis un petit peu comme ça. Je me pose beaucoup de questions, j'y vais pas et après je me dis: «Ah, allez, on y va» et après j'essaye de réajuster donc, Je l'ai, j'ai fait la recherche, hein, c'est un intellectuel assis va moins loin qu'un con qui marche, donc c'était pas loin et c'est, ah, Michel Audiard. d'accord. Non, bon, on va rester là-dessus. Pour moi, c'est parfait. Si déjà les gens arrivent à appliquer ça à 10 de plus dans leur vie chaque jour, ils iront un petit peu plus loin chaque jour et moi, je veux pas te prendre plus de ton temps, Jean-Pascal, c'était déjà top. On peut te trouver donc sur tous les réseaux sociaux, Jean-Pascal Mollet, coach de vente, C'est c'est ça. à ce nom-là? Ouais, bah, hashtag coach de vente, hein, donc c'est le nom de ma société parce que je me suis dit: «Tiens, je vais trouver un nom où quand les gens où que les gens risquent de taper sur internet, hein, pour, avoir du SEO gratos». Donc c'est vrai que si tu tapes coach de vente, bah, le gros intérêt, c'est que j'arrive dans la première page sans avoir rien payé, mais c'est le nom de mon nom commercial que j'ai déposé, hein, qui est déposé, donc coach de vente conseil, c'est voilà, c'est le nom de ma société et c'est mon hashtag. C'est moi, coach de vente. Super. Et si vous avez aimé cet épisode, n'hésitez pas à nous suivre, le Creativity Podcast sur SoundCloud, Apple et Google Podcast. Il est aussi sur Spotify et YouTube. Donc n'hésitez pas à liker, partager à des amis ou des collègues si vous avez aimé cet épisode. Jean-Pascal, merci encore pour ton temps Bah, merci pour l'invitation, c'est top. et on te suit sur les réseaux, on continue la conversation. Ciao, ciao.